Salut Serge, Salut Gaël. je suis ravi de t'accueillir dans nos nouveaux studios bretons. Eh ben écoute, moi je suis super heureux d'être là. Tu es la première personne qui inaugure ces studios en cette rentrée donc 2022. On va parler aujourd'hui sur Aventure Humaine d'une sacrée aventure Sacrée aventure, ouais. qui a démarré depuis longtemps, Ouais, plusieurs années, C'est ça, une aventure qui a démarré depuis longtemps. et qui va prendre, on va dire, vraiment vie concrètement dans un an. C'est ça. Donc la Trans-Australia Voilà. 2023. Trans-Australia 2023, le départ sera donné le 10 septembre, 4h30 du matin, place de l'Opéra, À Sydney. à Sydney. Donc, avant de rentrer dans les détails de cette préparation, de ce parcours de l'année qui arrive et de ce projet, est-ce que tu peux nous dire d'où viens-tu? Eh ben écoute, d'abord j'ai 54 ans. Je suis d'origine breton, puisque je suis né à Concarneau dans la vie close. Mhm. Et aujourd'hui, avec ma compagne, on habite à Toury, en Ille-et-Vilaine. C'est juste limitrophe avec le 44, un tout petit village de 850 âmes, et on s'y plaît vraiment très bien. Le calme, la nature, c'est juste reposant. Comment es-tu venu à cette discipline dont on va vraiment détailler et beaucoup parler aujourd'hui, la marche athlétique? Alors c'était long, hein, puisque moi j'ai commencé à courir, j'avais à peu près 20 ans, et je ne faisais que de la course à pied, des 5, des 10, des marathons. Et par l'intermédiaire d'un ami suisse, j'ai découvert la marche athlétique de grand fond. Puisqu'il s'agit bien de ça, on parle pas d'un 10 ou 20 kilomètres, on parle pas de la marche athlétique d'un Johan Diniz aux Jeux Olympiques, on parle bien de la marche athlétique de grand fond, de longue distance, et bien évidemment de l'épreuve phare qui est le Paris-Alsace, anciennement le Paris-Strasbourg. Alors on va revenir d'ailleurs sur deux, trois définitions. Donc qu'est-ce qu'on appelle la marche athlétique? Est-ce que tu peux projeter les personnes? C'est le fait de ne pas courir et d'essayer de marcher le plus vite possible? C'est ça. Alors nous sommes des gens qui marchons très vite et souvent les gens quand ils nous voient marcher sur la route, ils se disent mais c'est qui ce gars avec le cul qui se dandine? C'est ça. C'est comme ça qu'on est défini puisqu'on a une marche quand même assez rapide. Puisqu'un bon marcheur, moi je marche sur la route, à une moyenne de 9 à l'heure. Ah oui. Et donc du coup avec un déhanchement. Et il y a des règles à respecter puisque c'est toujours la jambe d'attaque, donc d'appui, qui est jambe tendue, avec un contact En permanence. en permanence sur le sol. Ok. Voilà, donc c'est toujours jambe tendue d'attaque et puis le pied au contact du sol. Ouais, donc toi tu marches à 9 km/h et moi des fois je peux me dire que je cours à 7. Oui, c'est ça. Mais en fait, si tu veux, un lambda, un bon randonneur est à 6 et un lambda est à 4,5. Ouais. Donc nous, sur des distances normales, enfin sur un foncier normal, on est à, on va dire 9 à l'heure. Et sur des entraînements, en ce qui me concerne, je peux passer à 11 et demi. Et puis, il y a des marcheurs de vitesse, parce que s'il y a de la marche de vitesse qui sont, eux, sur des moyennes de 14 et demi. Hein. Ah oui. ouais. Alors, c'est un entraînement parce que tout le monde sait courir. Mhm. Mais marcher, c'est comme si on faisait un exemple entre un cheval qui galope, le mettre au trot, c'est différent. Un cheval ne sait pas trotter. Ah oui, Voilà, c'est une contrainte. C'est une contrainte. Et la marche athlétique peut être... on sait tous marcher, hein, parce que le plus vieux sport du monde, hein, c'est la marche. Hein, de notre plus jeune âge, d'ailleurs, hein, on commence à marcher. Mais c'est vrai que la marche athlétique, avec ses règles, peut amener une contrainte. C'est une vraie discipline sportive. Ok. Voilà. Et donc la discipline, en tout cas l'épreuve phare, qui va bientôt avoir une centaine d'années, donc Paris-Alsace. Est-ce que tu peux revenir sur le petit historique que tu me faisais en off? Ouais, en off, Paris-Alsace, donc Paris-Strasbourg, Strasbourg-Paris, hein, a été en fait imaginé et puis réalisé par Émile Antoine, qui voulait, lui à l'époque, donc on ramène l'épreuve en 1926, hein, donc Oui. ça date. Et d'ailleurs, l'année prochaine, l'épreuve aura 70 ans, donc parce qu'il y a eu quand même des interruptions entre les guerres. Et donc, il a eu l'idée de faire ce Paris-Strasbourg pour rapprocher la Lorraine à la France. Puisque à l'époque, l'Alsace était bien du côté allemand, quoi. Ah oui, oui. Et donc, il s'est dit, on va créer une marche en mémoire des poilus, et puis on va tâcher de rattacher donc l'Alsace à la France. Voilà. Et comme ça, l'épreuve a commencé. Alors c'est vrai qu'on
On remet tout en 1926, c'était le sport phare de l'époque. Tout le monde marchait. Oui. Tout le monde, c'était le mode de déplacement de tout le monde. Donc, soit soit le cheval pour voilà, ou les premières bicyclettes, ou les premières voitures, Solex tout à fait. Et tralala, mais oui, il n'y avait pas autant d'avions. Il n'y avait pas autant d'avions, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que quand on disait aux gens, moi je pars de la place de Neuilly-sur-Marne pour rejoindre Colmar, on nous posait souvent la question, mais vous y allez comment? On y est à pied. Dans combien de jours? Comment vous arrêtez? Comment vous alimentez? Donc c'est une véritable histoire. Donc c'est quelque chose de passionnant, quoi. Donc tu as été plusieurs fois concurrent. Tu l'as fait plusieurs fois cette épreuve. Mais avant de s'attaquer et de se mettre au départ d'une telle épreuve, quelles ont été un peu les étapes? Pourquoi tu as adhéré? Pourquoi tu as accroché? Pourquoi tu as embrassé cette discipline comme tu l'as fait? Ben, tout simplement parce qu'à l'époque, je faisais des marathons, des 100 km, et puis je commençais à m'ennuyer, et je faisais un marathon, je rentrais à la maison, et si tu veux, je n'avais pas de partage, j'emmenais personne avec moi. On faisait le marathon, c'était terminé, on raccrochait le dossard, et je commençais à m'ennuyer un petit peu. Et puis, au fil des ans, j'ai découvert justement cette épreuve qui m'a amené avant sur des sélectifs, parce qu'on ne vient pas à Paris-Alsace sans faire de sélectifs. Et donc, du coup, je suis allé comme ça accompagner un ami sur un sélectif, sur un 24 heures à Valorbe. Et moi-même, étant sportif, j'ai été subjugué par des femmes, des hommes, d'un certain âge, parce que l'endurance, on n'a pas 20 ans, hein, forcément. Et quand j'ai vu ces gens-là marcher non-stop pendant 24 heures, tout en s'alimentant, ne jamais s'arrêter, ne jamais dormir, j'ai été vraiment subjugué. Et je me suis posé, ça m'a choqué, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est pas ça qui t'intéresse? Puisque là, j'ai vu des gens avec une équipe, un vrai partager des émotions. Parce que j'ai toujours dit, d'être sur le bitume, c'est une histoire d'émotions. Il faut avoir des émotions pour être sur le bitume. Et le jour où j'aurais plus, moi, d'émotions sur le bitume, je pense que j'arrêterais. Et en les voyant, j'ai dit, Serge, il faut y aller. C'est ça que tu dois faire. Et en parallèle de tout ça, tu as une vie, tu es salarié, tu travailles, tu as une vie de famille, et tu te mets en place des grandes sessions d'entraînement pour tout ça. Oui. Alors à l'époque, quand j'ai commencé les Paris-Alsace, donc on imagine à peu près 15-20 heures d'entraînement semaine. C'est un peu ça qu'il faut faire. Et puis sur des Paris-Alsace, comme on marche jour et nuit, il faut aussi nous s'entraîner jour et nuit pour habituer le corps, habituer son sommeil. Enfin, en fait, il faut tout changer chez nous parce que sans ça, on va pas y arriver. Et à l'époque, j'étais dans le management, j'étais chef de secteur dans une entreprise du bâtiment, donc en tant que conducteur travaux, et je peux vous dire que c'était des journées de 10 heures jour, et j'avais une difficulté à m'entraîner la semaine. Donc parfois, je me levais très tôt le matin pour aller m'entraîner, mais c'était très très souvent que je marchais 3 fois le samedi, 3 fois le dimanche. Ouais. Il fallait s'entraîner, donc il fallait faire des kilomètres. Donc je n'avais que le week-end pour faire à peu près, à l'époque, 120, 130 kilomètres semaine, quoi. Ok. C'est une rigueur. Hein. Est-ce que tu peux nous partager le souvenir de cette première sélection cette première sélection sur un Paris-Alsace, en combien de temps tu as été sélectionné? Qu'est-ce qui s'est passé pour Donc à l'époque, pour participer au Paris-Alsace, il fallait 2 sélectifs. Il fallait un sélectif au printemps et un sélectif un sélectif en automne et un sélectif au printemps, puisque l'épreuve est toujours début juin. Okay. Et sur ces sélectifs, c'est simple, il fallait faire entre 180 et 190 km en 24 heures. Voilà, donc là déjà, il fallait trouver une équipe pour vous accompagner. Et c'est vrai que quand on fait, j'avais fait quand même quelques épreuves avant pour m'habituer. J'avais trouvé un entraîneur de renom qui était Marcel Fesselier à Rennes, qui lui, son fils, faisait les Jeux Olympiques, donc j'avais vraiment un entraîneur de renom. Mmh. Et j'avais dit à l'époque à Marcel, je lui ai dit, écoute Marcel, dans 3 ans, je veux faire Paris-Alsace, donc on n'a plus de temps à perdre. Donc il m'a dit, bon coach, je t'accompagne. Mais c'est vrai que quand j'ai fait quand j'ai été qualifié pour cette première épreuve, quand j'ai reçu mon carton d'invitation, déjà vous pleurez, c'est un fait, parce que vous vous rendez compte que ça y est, vous serez bientôt sur la ligne de départ de la plus grande épreuve du monde de marche à pied, et que ça s'invente pas, c'est une rigueur, c'est
C'est des entraînements au quotidien, c'est une équipe qui vous suit, ce sont des partenaires. Donc il faut, c'est un engagement qu'il faut prendre, mais c'est juste incroyable, c'est juste un bonheur fou. C'est en quelle année? Mon premier Paris-Alsace, c'était en 2006. Et alors, rares sont les marcheurs qui terminent leur première épreuve, parce que Paris-Alsace, c'était à l'époque en 2006, 445 km en 3 jours et 3 nuits, avec 2 fois 2 heures d'arrêt tout simplement. Donc imaginez-vous, vous faites 221, vous arrêtez 2 heures et vous repartez. 2 fois 2 heures de pause, où vous ne dormez que 20 minutes, on soigne vos pieds, on soigne un certain bobo, vous dormez 20 minutes, et puis après, vous, au bout de 2 heures, vous repartez. Ouais. Et là, vous vous dites, mais le corps, il repartira jamais. On va faire 254 km, parce que c'était ça à l'époque, le premier tronçon, s'arrêter 2 heures pour repartir. C'est juste pas possible. Eh ben si, la machine, vous faites 500 mètres, 1 kilomètre, et la machine repart. Vous êtes boosté par l'équipe, vous êtes boosté par vos partenaires, et vous dites, waouh, j'y suis, on y va. Combien de personnes dans l'équipe? 12 personnes pour m'accompagner. Et combien de collègues? Combien de marcheurs? Combien de compétiteurs? Alors sur l'épreuve en 2006 par exemple. 2006, c'est simple, pour participer à Paris-Alsace, donc il fallait faire 2 épreuves de sélection, il fallait sélectionner, après vous étiez invité, et ils ne prenaient que les 35 meilleurs. Donc de toute façon, nous étions que 35 au départ. À côté de ça, vous aviez l'épreuve féminine. Oui. Elles étaient aussi à peu près une vingtaine. Et on avait l'épreuve promotion pour justement apprendre les moins acquéris à repartir sur le rang. Mais voilà, au départ, on était une trentaine, pas plus. Et c'était souvent un mix entre 50% de Français, 50% d'étrangers. Et à la fin, combien les places étaient chères. Ah ouais. Et combien finissent? Écoute, en moyenne... en 2006, moi, je finis 7e. J'étais très, très heureux parce que... Donc, première fois. Et 7e. Premier top 10, tu finis, voilà. Et on finit en forme. Et de souvenir, il y a eu 12 arrivées sur une trentaine au départ. Mais on a connu des Paris-Alsace où nous y arrivons qu'à 5, 6. Ah oui. Tellement l'épreuve est compliquée. Il faut gérer son sommeil, gérer la fatigue, gérer l'alimentation, gérer ses blessures. Donc c'est c'est une alchimie, très, très compliqué. Et au-delà de tout ça, ce qui est vraiment énorme, c'est les barrières horaires. C'est les barrières horaires. Tout à fait. Ça, c'est hyper, en fait, sélectionné, quoi. C'est très, très sélectionné. Moi, j'ai un très, très mauvais souvenir. Mais voilà, quand on est compétiteur, il y a des règles. Donc, les règles, on les accepte. Mais c'est comme dans la société, dans la vie de tous les jours. En 2008, en 2007, je suis reparti. Et j'avais vraiment envie de rentrer dans le top 5. Donc, je m'étais super bien préparé. Et malheureusement, je suis passé à un PC au kilomètre 318 hors délai, 8 minutes en retard. Ah, voilà. Le juge est arrivé, m'a enlevé mon dossard et m'a dit, bon, je suis désolé, mais tu peux pas poursuivre. Et là, c'est un arrache-cœur parce que vous êtes en pleine forme. Ah oui. Très, 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 très lucide. Et puis, vous pensez tout de suite à l'équipe, aux partenaires et vous prenez ça comme un échec sur le coup, quoi. Et vous vous rendez compte que l'échec a un côté super sympathique avec les partenaires, les équipes, où là, tout le monde vous appelle en vous disant, mais t'inquiète pas, ce n'est que partie remise. Donc c'est là où tu te rends compte que tu arrives aussi bien à manager ces équipes, ces partenaires, à fédérer autour de toi, à animer tous ces amis qui s'engagent à tes côtés. Mais tout à fait, mais comme je dis souvent, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, on dit souvent seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais c'est tout à fait vrai. On pourrait jamais faire cette épreuve et bien d'autres tout seul, c'est juste impossible. Et ce qui me plaît, moi, c'est d'avoir une équipe pour partager, pour on va dire sortir des gens de leur zone de confort qui connaissent absolument rien de l'épreuve, absolument rien du sport. Me connaissent beaucoup, en revanche, parce que comme moi je marche sur l'émotion, donc je marche avec mon cœur, donc c'est des gens que j'aime, et c'est des gens qui m'aiment que j'emmène, parce que la confiance c'est super important. Mais voilà, donc ce qui me fait plaisir, au-delà de ça, c'est d'être sur le bitume, d'avoir des émotions juste avec un regard, entre un moment d'euphorie où tout va bien, un moment de doute, un moment de colère parce que ça se passe pas comme on veut, parce que c'est ça aussi un sportif, c'est colérique, c'est teigneux, donc c'était toutes ces émotions que j'adore partager avec l'équipe. Okay. Quelle est la pire émotion que tu as vécue sur un Paris-Alsace
donc tu t'es engagé 7 fois et tu as fini 5 fois. 5 fois. Quel est le pire souvenir, la pire situation que tu aies pu rencontrer sur la route? Alors, il y a deux extrêmes, hein. Il y a la joie de passer la ligne d'arrivée main dans la main avec ses enfants. Ouais. Ça, c'est juste extraordinaire. Et il y a la déception de ne pas réussir. Je dirais, c'est pas trop de pas réussir, en fait. C'est comment dirais-je, c'est la déception d'avoir amené avec vous toute une équipe qui travaille, qui ont pris des congés, des partenaires qui vous ont financé, puisque Paris-Alsace, c'est quand même 6 000 € pour pouvoir faire l'épreuve. Donc, je pense que ça, c'est une déception de ne pas les avoir emmenés jusqu'au bout. J'ai toujours eu des objectifs, et j'aime gagner mes objectifs, parce que je suis un gagneur, hein. Alors, gagneur ne veut pas dire d'être premier, hein. Ouais. On gagne quand on termine, hein. Ça, c'est super important. En revanche, quand j'arrive pas à l'objectif et que j'ai amené beaucoup de monde, pour moi, c'est une déception, et ça me chagrine pour eux. Voilà, parce que j'aime bien amener mon équipe à la ligne d'arrivée. C'est juste un moment incroyable, quoi. Comme on dit chez nous, quand on est sportif, c'est jouissif, quoi. C'est des moments de joie, de gaieté et puis de rapprochement, d'émotion. J'adore. Quelle est la partie donc au quotidien pour les enchaîner, pour voilà, être sélectionné, être finisher de toutes ces épreuves? Qu'est-ce qui a été le plus important à mettre en place au quotidien, les nouvelles habitudes que tu as prises? Et tu parles de préparation mentale, d'alimentation, de réparation du corps, de repos, d'entraînement. Qu'est-ce qui est le plus important dans tous ces domaines? Ben, c'est comme tout, la préparation. Je pense que la préparation, c'est la part la plus grande, qui prend la plus grande place d'une épreuve. Je dirais, j'ai toujours dit qu'une bonne préparation est une bonne épreuve. C'est vrai que il est tellement facile de donner un objectif. Moi, quand je dis à mon équipe, voilà, on va faire cette épreuve-là, on va la finir ou on va la gagner, parce que ça m'est arrivé aussi de dire à mon équipe, on va sur cette épreuve-là pour la gagner. Ça nous est arrivé aussi. Donc du coup, il faut se préparer à tout. Donc la préparation, l'entraînement, la rigueur de l'entraînement, c'est quotidien, c'est tous les jours. Moi aujourd'hui, je suis sur des semaines de 150, 170, parfois même 200 km semaine. Donc il y a toute une rigueur à avoir. C'est des entraînements tôt le matin, c'est des entraînements de nuit, c'est des entraînements tout seul, parce qu'il faut s'entraîner tout seul. Donc il y a une vraie rigueur. Ensuite, il faut savoir s'entourer. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ma compagne, mon fusible, hein. Ouais. Je t'ai expliqué en off tout à l'heure. Qui s'occupe des soins, qui s'occupe de l'alimentation. Donc elle, c'est pareil, je la bouscule dans sa vie de tous les jours. Parce Et qui s'est mis à la discipline aussi pour encore mieux te comprendre, mieux se dépasser. C'est tout à fait ça. J'ai dit, si tu veux essayer de me comprendre les émotions que je partage sur la route ou mes doutes, fais le voyage, fais-le. Tu vas voir, c'est un super voyage quand on est sur le bitume, c'est juste extraordinaire. Il faut être sur le bitume pour comprendre les choses, sans que ça paraisse. Ensuite, il faut essayer de faire au mieux, d'être un peu plus professionnel, même dans un monde amateur. Mais je sais pas à quelle limite on a franchi le monde d'amateur quand on est à 20, 25 heures d'entraînement semaine. Donc là, du coup, on décide d'avoir un chiropracteur qui vous accompagne. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un super chiropracteur, Gilda Boucherie, qui est installé, hein, et qui m'accompagne. Avec lui, j'ai réussi à gravir vraiment des échelons dans ma préparation, et la chiropraxie aujourd'hui a une part très très importante dans ma préparation. Avant, si tu veux, je ne pensais qu'à marcher. Oui. Donc je marchais. Aujourd'hui, je marche, je fais de la chiropraxie, parce que c'est hyper important. C'est comme une assurance en fait, tout risque, hein. Ouais. Elle prépare mon corps, elle évite les blessures. Donc là-dessus, Gilda se bosse super bien. Et ensuite, je me suis entouré aussi d'Anne-Laure Richard, qui est elle, qui fait de l'hypnose. Donc avec Anne-Laure, on travaille beaucoup sur l'hypnose, la fatigue, la gestion de la douleur, les événements futurs. Du sommeil Et de la confiance en soi. Okay. Voilà, parce que c'est bête à dire, mais si on n'a pas confiance en soi, si on n'est pas certain de réussir notre objectif, c'est pas la peine d'y aller. Ouais. Donc aujourd'hui, si tu veux, je me suis entouré de tout un petit monde
qui sans eux, je suis incapable d'arriver au but de mes objectifs. Mais là où je suis le plus content, c'est que j'ai réussi en fait à créer une équipe autour de moi, avec qui on travaille, avec qui on a d'autres objectifs, avec qui je partage ma passion. Et je prends le cas d'Anne-Laure Richard, qui ne faisait pas avant d'hypnose à un sportif, mais elle s'y est mise et on a des super résultats aujourd'hui. Donc en fait, on chamboule les habitudes des uns et des autres, et ça c'est juste sensationnel, c'est génial. Donc à propos d'objectifs, de sacrés objectifs, là dans un an, tu vas traverser d'est en ouest l'Australie à pied en 38 jours, ce qui représente une moyenne de 101 km par jour. Ouais. En marchant. Ouais. Et c'est vrai que quand tu me dis ça comme ça et que je te regarde, je dis waouh, la chance que j'ai, c'est juste pas croyable. Ouais, on a décidé, alors pas pour nous, hein, parce que aujourd'hui, moi, je suis parrain d'une association, les parents d'Hugo, cancer pédiatrique, des gens que j'ai rencontrés sur le Paris-Alsace. Et en fait, quand j'étais sur le Paris-Alsace, je me demandais, mais quel sens ça a aujourd'hui de réaliser ces épreuves-là, et avec Christine me dit, mais pourquoi tu ne trouverais pas une association et tu reverserais tes primes à cette association-là? Je dis, ouais, Banco, c'est une superbe idée. Donc on a contacté les parents d'Hugo, et il se fait que Hugo, petit garçon de 5 ans, qui a déclaré un cancer à l'âge de 6 mois, est toujours en rémission aujourd'hui, hein, et sera dans sa guérison en mars 2023. Yes, un truc fabuleux. Dans 6 mois. Dans 6 mois. C'est demain pour lui, c'est bon. C'est demain, donc c'est juste génial. Et j'avais très très envie de réaliser un petit peu mon scénario. Voilà, et je me suis dit, un beau matin du 1er juillet 2021, tu vois, ça fait déjà plus d'1 an de préparation. Et j'ai demandé à Christine, ma compagne, mon fusil, j'ai dit, la traversée de l'Australie, ça te tente? Et elle m'a dit waouh. Donc j'ai compris que c'était bon. Voilà, donc ouais. C'est aligné. C'est aligné, voilà. Donc 2023, 10 septembre, on partira de Place de l'Opéra pour rejoindre Perth, 3865 km plus loin, 101 km par jour. Quelque chose de gigantesque, entre 14 heures et 16 heures de marche par jour pour aller chercher le record. C'est anecdotique, le record. Je suis un compétiteur, moi j'ai besoin de ça, hein. Faut quelque chose pour avancer. Et à l'arrivée, il y aura Hugo avec ses parents qui viendront une semaine à Perth. Et puis comme ça, on ira aller chercher nous à Perth et ils iront avec nous jusqu'au phare de Fremantle. Donc quand on dit ça, ça paraît simple. C'est un gros challenge. Mais en même temps, on se dit waouh, c'est la chance, c'est mon but ultime. Et ça va se faire. C'est une certitude à 200%. Et quand on y sera, on aura la chance dans notre vie de traverser l'Australie en marchant pour aller chercher un record du monde pour le cancer pédiatrique, pour les parents d'Hugo, pour Hugo, et puis plus largement pour le cancer pédiatrique. Donc, on a de la chance, c'est juste génial. Et c'est là où on voit que tout ce que tu as déjà expérimenté, déjà construit, déjà vécu, déjà réalisé, toutes ces épreuves que tu as déjà finies, en fait, elles te servent pour passer cette étape supplémentaire, ce challenge. Là, il y a combien de personnes à embarquer? Eh ben là, pour la Trans-Australia, on a créé une équipe de 16 personnes. Oui. Parce que il y a le parcours, il y a la logistique, il y a l'intendance. La communication. La communication. Il y aura un film, un livre. Un film. Un podcast. Un livre, un podcast, hein. Voilà, hein. Il y aura... Et pour tout ça, ben il faut trouver des partenaires financiers, oui. Puisque c'est quand même le record du monde. L'Australie, c'est un budget de 57 000 euros. Donc on a toute une année pour communiquer, une année pour trouver des partenaires financiers, des entreprises à qui je voudrais dire, moi le record du monde, je vais pas le faire tout seul. On va le faire ensemble. On va aller le chercher. Pas pour moi, pas pour vous. Pour Hugo, pour le cancer pédiatrique, pour l'association des parents d'Hugo. Donc n'hésitez pas, faites-moi confiance. 2021-2022, j'avais 5 objectifs. On les a tous gagnés. L'année prochaine, 2022-2023, j'ai encore 5 objectifs. On va les gagner. Et ce record du monde, on va aller le chercher. Il faut nous faire confiance. Donc,
Ouais, c'est un appel de générosité, un appel d'une chaîne humaine. Rejoignez-nous, faites-nous confiance, aidez-nous à partir là-bas, aidez-nous à trouver le financement, et vous serez pas déçus, vous allez vivre une aventure incroyable, juste incroyable. Les 5 objectifs qui ont déjà été du coup réussis, ce sont lesquels? Alors, sur juillet 2021, il y avait la traversée de Verbier, donc c'était un trail à Verbier. Le deuxième objectif, donc ça c'était en juillet. Donc l'objectif c'était juste de finir. Moi je suis pas un trailer, je suis pas un montagnard. On est au niveau de la mer ici, donc Combien de kilomètres? C'était pas beaucoup. Il y avait 75 kilomètres avec beaucoup 8000 mètres de dénivelé positive. Ouais. Donc c'était pas mal. Donc et puis c'était aussi pour moi une façon de faire du renforcement musculaire. Ah oui. Et c'était aussi un tremplin pour moi dans ma préparation puisque en septembre j'allais sur le support des 28 heures de Roubaix. Voilà, en marche athlétique. Là, et les 28 heures de Roubaix, c'est marche athlétique, c'est les 28 heures internationales. Et l'objectif de celui-là, c'était pas de terminer, c'était de gagner. Donc, chose faite, on a gagné l'épreuve des 28 heures de Roubaix l'an dernier. C'est-à-dire, alors, juste 28 heures, donc tu marches pendant 28 heures. Voilà. On a marché, c'est tout. Et c'est tout. On marche pendant 28 heures sur un circuit. Tu manges et tu bois pendant ce temps. Voilà. Sur un circuit? Sur un circuit de 2 kilomètres. Ok. Donc, une boucle de 2 kilomètres, quoi, sur un aller-retour. Voilà. Et là, j'avais une équipe pour m'accompagner. On marchait bien évidemment pour l'association des parents du Haut. On a gagné l'épreuve. On a eu, je sais plus de mémoire, 450 € de prime. Voilà, parce que la marche, c'est pas, ça récolte. Voilà, on n'est pas des stars non plus. Hein. Mais les 450. Et pourtant, les 450 €, on les a redonnés à l'association. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Le troisième objectif, alors là, c'était quelque chose d'un peu plus fou puisque on partait sur la 1000 kills. Donc qui est la Transgaule aujourd'hui, donc ça c'était au mois de juin. Donc 1000 kilomètres. 1000 kilomètres, et l'objectif, on est parti du lac de Salazou pour rejoindre le lac de Salagou. Donc de l'Indre en Hérault sur un aller-retour, sur 2 fois 500 kilomètres. Ok. En combien de temps? L'objectif c'était moins de 10 jours, oui. Puisque l'Australie pourrait être dans le record, il faudra faire les 1000 kilomètres en moins de 10 jours, et puis on continuera. Okay. Donc là c'était moins de 10 jours, donc 9 jours, 3 heures et 17 minutes. Parfait. Voilà, avec à l'arrivée le président de l'association des parents d'Hugo. J'ai été accompagné de ceux qui vont m'accompagner en Australie. Hein. Christine m'accompagne, Thierry mon beau-frère, Nicolas un ami, qui eux s'occuperont de parcours et puis logistique et intendance. On a vécu un moment incroyable, juste incroyable. C'était, je sortais d'un schéma d'une compétition des Paris-Alsace pour me retrouver sur une 1000 kills. C'était sensationnel. Et par la 1000 kills, on a pu aussi faire un don à l'association de 1300 € à peu près, j'arrondis. Hein. Donc ça aussi, c'est juste incroyable de pouvoir, comme ça, récolter 1300 €. Les primes augmentent. Et de les reverser, donc c'était juste génial, quoi. Et la visibilité est en marche. Et la visibilité. La communication grandit. Tout à fait. Donc ça, c'était bien. Quatrième objectif, je retournais sur le trail de Verbier 2 semaines et demie après la 1000 kills. Mais là, pas sous le format des 75 kilomètres. On s'est dit, non, on va faire le format des 140, ça va être plus marrant, tant qu'à faire. Alors, c'était un peu compliqué, hein, 2 semaines et demie après la 1000 kills, ça pique un peu. Tu l'as fini? On l'a fini, c'était l'objectif, c'était de la terminer, donc on l'a terminé, c'était juste sensationnel aussi. Et 5e objectif, c'était de faire plus de 6000 kilomètres à l'année, puisque avant, j'en faisais 4500, et on a fini avec 6052 kilomètres au 10 juillet. Voilà. Bon. Magnifique, quoi. Contrat rempli. Là, j'ai une petite question là. À quoi penses-tu, que fais-tu pendant tous ces kilomètres que tu enchaînes? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que c'est un vide complet? C'est un état de flow? C'est de la semi-conscience? Tu écoutes de la musique, des podcasts? Tu penses à la vie, à des questions? À quoi? Qu'est-ce qui se passe? Déjà la première réponse, c'est que on pense à ce pourquoi on est là, ce pourquoi on s'est entraîné et ce pourquoi on est là. Ça, c'est super important, garder ce feedback, puisque l'épreuve, elle commence au moment de la préparation. Voilà, parce que pour préparer, par exemple, la 1000 kills, j'ai engrangé 1700 kilomètres de préparation avant. Et c'est vrai que quand on arrive sur l'épreuve, on pense toujours à ce pourquoi on est là. Alors, ce pourquoi je suis là, c'est quoi? Comme je te disais au préalable, c'est l'équipe, les partenaires. Et puis, je suis parrain de l'association des parents d'Hugo, des enfants où c'est
deux mots, hein, combativité, résilience. Hein. Donc quand on est sur ces épreuves-là, on pense à eux. Donc et puis on y est, on veut y être, on veut passer un moment de bonheur. Et puis parfois, et très souvent, on s'échappe. Alors on s'échappe dans la famille, dans les amis. On s'échappe complètement. Moi, je pense que du 500 au 800, j'étais en hypnose où je ne sentais même plus mon corps, tellement j'étais heureux sur la route, tellement libre, parce que c'est grand moment de liberté. Hein. Il y a de l'endorphine à il y a de foison. l'endorphine, il y a une communion, il y a les équipes, il y a les regards, il y a un échange, il y a les gens sur la route qui vous applaudissent. Enfin, c'est une vraie communion, quoi. On est vraiment, en toute liberté. Et puis je pense que des fois on est semi-inconscient, mais tellement heureux d'être là, tellement heureux. C'est juste fantastique. Waouh, on est en pleine forme. C'est juste bien. Là, on parle même plus en off. On parlait du second souffle. Là, il y a un troisième, un quatrième, un cinquième qui se met en place. Ouais. C'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses. Déjà quand vous passez j'avais eu la chance par le passé de faire aussi un 675 km, mais qui est très vieux. Mais quand on passe de 450 à 1000 km, déjà on sort complètement de sa zone de confort. On sait qu'on va être 10 jours sur un formule de 101 km par jour. Ça amène un tas de questions. En revanche, on a toujours la même réponse. C'est possible. Voilà, peu importe les conditions, c'est possible. Et sur la 1000 kills, là où c'est bien quand on travaille en équipe, quand on travaille en amont, par exemple avec Anne-Laure sur le côté hypnose, on avait travaillé justement sur la gestion de la douleur. Et sur la 1000 kills, j'ai eu un gros problème de tendeur, de releveur, au 500e, qui m'a fait bien mal. Donc j'ai dit à Christine qui m'a dit je sais pas si je vais arriver à le soigner. Je lui ai dit tu te démerdes, tu fais, c'est tout. On n'a pas le choix. Il est là, on va l'emmener avec nous. Et après vous rentrez justement en hypnose et dans l'hypnose vous arrivez à communiquer avec votre blessure. Ça c'est juste extraordinaire. Je m'en suis rendu compte et aperçu. Et c'est vrai que quand on raconte ça à des gens qui sont pas sportifs, c'est pas possible de comprendre. Quand on raconte ça à des sportifs, que moi je dis j'ai parlé à mon releveur, j'ai parlé à ma tendinite. Et on a fait des compromis ensemble. Je lui dis je vais couper les chaussettes, je vais mettre des bandages, on va mettre du froid le soir. Mais le but ultime, c'est l'arrivée. On va faire un compromis, mais on va continuer. Donc c'est là où on se dit finalement, on est parfois en semi-conscience et on rentre en hypnose avec nous-mêmes. Mais je crois qu'on en a besoin aussi. Et on peut, au lieu que les limites nous imposent des choses, toi tu défies les limites. Mais oui, parce que... Tu les repousses. On les repousse. C'est toujours ce que je dis. Limite pas des défis, mais défie tes limites. Mais quand bien même c'est dans la vie de tous les jours, au travail, à la maison, si on jette le chiffon au sol, on peut pas voir ce qui se passe derrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le but ultime, c'est de la découverte de moi, de soi. Qu'est-ce qui se passe après ? Comment je vais réagir avec une blessure ? Oui, le corps nous envoie des signaux, nous envoie des feux rouges. Mais il nous dit pas pour autant, faut t'arrêter. C'est pas ça qu'il nous dit, notre corps. Il nous envoie une petite inflammation, il dit t'as mal là, on a la question, faut qu'on lui apporte une réponse. Mais en aucun cas, il nous dit d'arrêter. Donc, mais ça, c'est un travail. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai la chance, j'ai un passif de 20 ans. Donc, c'est ça qui nous permet aussi de répondre à un actif. C'est un actif. Oui, actuellement, mais tout à fait. Pour tous ces challenges, tu as une formidable expérience. Tu as un catalogue de situations. C'est ça. Tu as ton corps qui a une mémoire. Voilà. Énorme d'habitude, d'entraînement. Il doit pouvoir répondre du tac au tac à ces sollicitations, ces expériences que tu lui fais vivre. Mais c'est exactement ça. Quand vous faites un 24 heures pour la première fois, faut bien vous imaginer que habituellement vous êtes au lit à 22h30 et vous vous levez, je sais pas, à 6h. Quand vous faites un 24 heures pour la première fois, vous ne dormez pas. Donc votre corps, il est pas habitué à ça. Il dit mais qu'est-ce qu'il me fait ? Il est pas bien lui. Et donc du coup, dès que le premier sommeil arrive, vous pourriez vous dire je vais me coucher parce que c'est vrai que c'est violent. Un sommeil, c'est très très violent. Vous le chassez, il revient très vite au galop parce que vous pensez qu'il est parti, puis non, il revient. Mais si vous vous dites, effectivement, je suis fatigué et là, j'ai besoin d'aller dormir une fois, c'est perdu.
En fait, si vous vous habituez à vous arrêter, si vous vous habituez à abandonner, que ça soit dans une épreuve sportive ou dans la vie de tous les jours, c'est une habitude que vous allez prendre et vous pourrez jamais aller au bout de quelque chose, en fait. Donc, il faut apprendre à se connaître, il faut le pratiquer, il faut s'exercer, il faut le travailler. Et plus vous avez l'habitude de ces schémas, de ces compétitions, de ces épreuves, plus votre corps s'habitue et plus il vous emmène très loin. Mais il faut lui faire confiance à votre corps. Voilà, il faut la préparation, hein, je t'ai dit, hein, très très important. Mais il faut faire confiance à votre corps et lui dire ouais, non, ok, on découvre quelque chose ensemble. Toi, tu me dis que ça va pas et je le sais, moi aussi ça va pas, mais allons chercher plus loin ensemble. Donc il faut se faire confiance et ça passe. Dans le dialogue, la communication, ça passe. Dans le dialogue, la communication, ça passe. Alors, on est toujours quand même dans l'intégrité physique, hein. Alors, la frontière, elle est compliquée. Parce que nous, l'intégrité physique, comme aujourd'hui, on a connu plein de situations parfois douloureuses, parfois très embêtantes, ça nous permet aujourd'hui d'être à cette frontière, intégrité physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que si je continue, je vais me faire mal? Est-ce que si je continue, ça va s'améliorer après? Très sincèrement, quand on a une douleur et qu'on continue, quand on est fatigué et qu'on continue, quand on ne peut plus manger et qu'on continue, parce qu'on peut aussi avoir des problèmes gastriques, il y a un mot qui est super important, la patience. Alors, il faut juste réduire vos allures. Vous sortez peut-être dans votre tableau de marche, mais si vous prenez ce mot, la patience, vous ralentissez un petit peu, vous acceptez les choses et ça repart. Voilà. Donc, si vous dormez, il faut pas dormir. Si vous pouvez plus manger, il faut manger. C'est important, toujours, parce que c'est un moteur, notre corps. Il faut lui amener du carburant. Du carburant. Hein. Donc, même si vous pouvez plus manger, il faut manger. Même si vous avez mal, il faut continuer plus loin. Et le corps se répare. Ouais. Quelle est la plus longue immobilisation ou douleur ou période vraiment off que tu aies dû mettre en place pour accepter, accueillir ce... Oui, là, dans mes préparations 2 ans pour la Trans-Australia, je suis parti sur un schéma de 12 000 km. Donc, je savais que ma dernière épreuve, c'était le 10 juillet au Trail de Verbier. Et j'ai décidé de prendre 1 mois et demi de repos. Voilà, déjà parce que j'avais un problème de releveur. Parce que j'avais demandé à mon corps 1500 km de plus que d'habitude. 1500 km, c'est 10 semaines à 150 km, donc c'est 10 semaines en moins de repos. C'est juste énorme. Donc là, j'avais décidé d'arrêter au 10 juillet, de reprendre au 1er septembre pour faire un vrai break. Alors, on s'arrête pas complètement, hein. On fait du vélo, on fait un peu de gainage, on fait un peu d'assouplissement, hein. On reste pas dans le canapé. C'est impossible. On prend un peu de poids, forcément, parce que la perte de calories n'est pas la même, mais on peut pas rester à rien faire non plus. Voilà, il faut quand même réparer le corps. Voilà, et réparer le corps, c'est aussi du repos, c'est aussi du sommeil, mais c'est aussi prendre soin de lui, donc continuer quand même à faire un peu de vélo, un peu de musculaire quand même, quoi. Et donc là, on est en septembre 2022. Les 5 prochains objectifs sur l'année qui suit, d'ici le départ, ça va être quoi comme défi? Épreuve. Ouais, c'est toujours des défis, hein. Donc il faut qu'aujourd'hui, par rapport à la trans, il faut vraiment que je m'habitue aux 100 km jour. Donc c'est ça. Donc on l'a fait sur la 1000 kg. La prochaine épreuve, ma préparation commence au 1er septembre. Elle va m'amener jusqu'au 1er novembre, où là j'aurai passé 1500 km sur la route. Et du 6 novembre, elle va m'amener jusqu'au 5 novembre, pardon. Et le 6 novembre, je partirai de Toury pour rejoindre Ligny-en-Barrois, 600 km en 6 jours. Donc la commune où tu habites et la commune de résidence d'Hugo, des parents d'Hugo. Exactement, voilà. Okay. L'idée, c'est Très symboliquement, l'idée, c'est d'essayer, comme j'aime bien emmener du monde avec moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir quand on est en recherche de soi. L'idée, c'est de faire un parrainage avec Toury et Ligny-en-Barrois. Donc, je me dis, waouh, génial. On va partir de Toury, on va communiquer aux écoles, on va communiquer avec la mairie. On va aller jusqu'à Ligny-en-Barrois pour présenter l'épreuve de la Trans-Australia aux Linéens. Voilà, parce que ça va être juste génial.
Donc on va partir le 6 novembre, on va arriver le vendredi 11, on va 6 jours, 100 km jour, et puis on présentera le 12 la Trans-Australie au linéaire. Ça sera juste fantastique, donc ça va venir très vite, très 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 vite. Ouais, là, c'est demain. Ouais, ça c'est demain. Donc on est en pleine prépa, en pleine émulation. On a envoyé des mails aux communes étapes pour voir s'il y a des associations qui veulent nous accueillir et qui on pourrait partager. Donc voilà, on est en pleine préparation et ça va être juste génial. J'ai hâte, déjà hâte. Et après, le calendrier il y a un championnat de France? Oui. Alors après Lignan-Barrois, ça doit être le 26-27 février. Il y aura le championnat de France à Bourges, des 200 km de marche athlétique, marche de grand fond. L'objectif, c'est la boîte, hein. On va pas se cacher. Ça sera certainement ma dernière compétition en marche athlétique, mon dernier dossard. Donc voilà, l'objectif, il est clairement donné. On ira chercher la boîte au championnat de France, ça c'est sûr. On est vice-champion de France aujourd'hui des 200 km. On a terminé deuxième donc l'an dernier. Je ne vais pas faire que défendre ma deuxième place. Je vais essayer d'attaquer la première parce que c'est ce qui me plaît. Et puis comme ça sera la dernière épreuve, il faut partir sur la boîte. Correctement. Ouais, correctement pour l'équipe, pour les partenaires. Et puis j'ai à cœur. L'an dernier, j'ai donné ma médaille d'argent à Hugo. J'ai à cœur de lui donner une médaille d'or. Donc on verra. Tout est possible. Ne rien s'interdire en tous les cas. C'est compliqué parce qu'il y a des jeunes qui ont 30, 35 ans. Moi, j'en ai 54. Mais c'est une course d'endurance. Tu as l'expérience. On a l'expérience. On va se préparer comme il le faut, avec un objectif précis, de motivation terrible. Donc affaire à suivre. Et ensuite, on va retourner sur un schéma classique. Alors, il y aura des petites épreuves, les interclubs avec le club, parce que je suis quand même, j'ai un club, à Cesson, avec un maillot, donc j'irai aux interclubs pour eux. Et puis ensuite, on arrivera sur la demi-mille kills. Donc, pas le format de la 1000 kills, j'irai sur le format de la demi-mille kills, qui fait 500 km. Donc là, l'objectif, d'aller un peu plus vite. ouais. Donc, on va être sur un objectif de 4 jours et 12 heures. Voilà, donc on va être sur un objectif de, on va dire 110, 115 km jour, voilà, pour essayer d'aller un peu plus vite et un peu plus loin. Et puis après, la 1000 kills, on ira sur l'ultramarin à Vannes, où là je prendrai un dossard pour faire les 175 km et ça va me permettre de régler les derniers petits détails, parce que c'est une affaire de détails tout ça. Donc il faudra les régler. Et en même temps, on va tout faire pour monter une équipe solidaire. Voilà, une équipe de 10 personnes pour faire ce trail-là, dans le but toujours pour l'association des parents d'Hugo et pour partager. On sera à 2 mois du départ de la Trans-Australien. Ce sera le moment ou jamais. Voilà, donc ça sera mon ultime épreuve de préparation. Et puis j'espère que, allez, le 2-3 septembre, on sera à l'aéroport pour un départ de Sydney et puis démarrer l'aventure. Comment ça va se passer le déroulé? Donc tu marches évidemment donc entre 14 et 16 heures par jour. Tu vas boire beaucoup, tu vas traverser des déserts. Oui. Qu'est-ce que tu manges? Tous les combien? Comment tu dors? Et tu vas avoir des camping-cars, des campements. Comment ça se passe un 24 heures type sur les 38 jours? Comment ça va pouvoir se dérouler? Alors c'est la grosse partie. Alors il y a une grosse préparation physique pour ma part. Il y a une grosse préparation pour l'équipe. Donc pour Christine, Thierry et Nicolas entre autres qui eux vont s'occuper du parcours, l'intendance, la logistique. Là il y a un gros boulot à faire. Donc une étape type, c'est quoi? C'est un lever à 3h15 du matin, où là mon équipe me prépare tout. Que ça soit le petit déjeuner, que ça soit mes affaires pour que je m'habille, prépare mes affaires pour partir. Donc on décollera soit le 4x4, soit le camping-car à 4 heures. On partira au point précis à 4h30 et là on commencera. Donc ce sera un point GPS, bien évidemment. Donc si on prend la première étape, on partira à Place de l'Opéra parce que c'est l'extrême du record. Donc on partira à 4h30, on sera bien évidemment avec une balise. Celui stop m'accompagne bien évidemment, on pourra me suivre au quotidien, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis ensuite, donc ça démarrera à 4h30 où là on va chercher dans un premier temps un premier 50 km, voilà,
où l'équipe va me ravitailler toutes les, on va dire, 4-8 kilomètres, me ravitailler, me donner juste mes gourdes, ma boisson, sera toujours devant moi, hein. Pour m'indiquer la route. La sortie de Sydney sera très très compliquée, donc il faudra le faire propre, très proprement même. Mais voilà, donc l'équipe sera toujours devant, un petit ravitaillement tous les 4-6 kilomètres, un petit repas le midi, mais très rapide et qui me permet de rester sur le bitume, marcher tranquillement. Et puis, on finira les 50 derniers kilomètres sur la route, tout en me ravitaillant 4, 5, 6 kilomètres, un peu de solide, un peu de boisson. Voilà, ça va se passer comme ça. Voilà. Et toute cette alimentation, vous l'emmenez avec vous depuis la France? Non, puisque non, surtout pas, parce qu'en Australie on ne peut rien amener avec nous. Ok. Voilà, donc ça sera, on va dire, une des complications, c'est qu'il faudra qu'on s'adapte là-bas, donc on achètera tout sur place. Et puis, il faudra pas faire le difficile. Voilà, faudra manger. Donc tu habitues déjà ton corps à accepter. Oui. Et à être ravitaillé vraiment. Tu mets n'importe quel carburant, on va dire, à la station-service dans le moteur, quoi. C'est exactement ça. Souvent sur les épreuves, parce qu'on a commencé, parce que moi j'avais ça en tête longtemps. On est dans la deuxième préparation. Et souvent l'équipe venait me voir. Qu'est-ce que tu veux manger? Je leur dis non, mais fais-moi la surprise. J'adore les surprises. Donc du coup, voilà. Donc on a commencé comme ça, et puis maintenant ça marche super bien, puisqu'aujourd'hui mon corps il est tellement habitué que je peux manger n'importe quoi. Parce que on se nourrit pas de gel, on se nourrit pas de barres de céréales, non. Quand je parle de repas, c'est de la purée, des pâtes, du jambon, enfin c'est quelque chose de solide. Et en plus sur 38 jours, je pense que de temps en temps, il faut un repas, je sais pas si c'est tartiflette ou autre, mais faut un petit peu sortir de cette routine aussi, pour amener de la saveur, pour amener un petit peu de goût, pour amener de... C'est tout à fait ça. Il faut se faire plaisir. Il faut savoir que sur un 100 km, les températures en Australie en septembre, c'est inversé d'ici. Là-bas, ce sera le printemps. Chez nous, c'est l'automne. Donc, on peut partir sur des températures de 10 à 30, ou le matin peut-être même 0. Il faut savoir que sur une épreuve de 101 km, c'est 7-8 000 calories jour. Donc on en perd énormément, c'est entre 7 et 10 litres d'eau par jour qu'on ingurgite. Donc pour dire que le corps est habitué, la gestion de l'alimentation est très très importante. Mais oui, effectivement, non, mais il faut se faire plaisir. Sur le bitume, c'est qu'une question, comme je te le disais, d'émotion et de plaisir. Mais le plaisir passe aussi par l'alimentation. Ah ouais. Le plaisir passe aussi par la récupération. Sur une épreuve, sur n'importe quelle épreuve, j'essaie de garder un schéma de vie de tous les jours. Donc, je me brosse les dents le matin, je me brosse les dents le midi tout en marchant, je me brosse les dents le soir tout en marchant. Voilà, donc c'est que du plaisir. En fait, on apporte de la fraîcheur. Il faut amener du plaisir. Il faut vraiment pas tomber dans l'autonomie, mais on est toujours heureux d'être sur le bitume. Mais si en plus de ça, et l'équipe a sait faire, aujourd'hui, elle sait m'amener du plaisir. Je voyais sur la 1000 kills, on l'a fait sous la canicule, entre 36 et 42. Et à un moment donné, j'étais sur la route, il faisait super chaud, je vois mon équipe qui arrive avec un bâtonnet de glace. Waouh! Voilà, ça c'est une belle surprise. Voilà. Et vous mangez la glace, rien ne vous empêche, ça va pas vous abîmer le corps. Donc c'est juste génial. Tout ce que tu nous racontes me rappelle vraiment l'aventure qu'a vécu Arnaud Manzanini, qui a traversé en vélo, qui a fait la Race Across America, qui est un grand podcasteur aussi maintenant sur Ultra Talk. Il y a beaucoup de similitudes. Ça a été un peu plus court, ça va un petit peu plus vite puisqu'il le fait en vélo, mais les émotions, l'équipe, habituer et préparer son corps, son mental, c'est vraiment très très fortement ressemblance. Voilà, c'est de l'ultra distance, des épreuves c'est ça. extraordinaires. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais c'est de vraies similitudes, mais je pense que pour tous ces gens-là, y compris pour moi, le plus important, c'est toujours la rencontre de soi. Mais c'est vrai que quand tu me parles de cette fameuse course de vélo qu'on a écouté d'ailleurs, et aujourd'hui ce qui est assez marrant, mon fusible qui fait beaucoup de vélo se pose la question, tiens, donc tu vois. Bientôt tu seras peut-être le fusible. Peut-être que je serai le fusible. Voilà. Peut-être que je serai l'accompagnateur. Le Pacifique, ça peut être juste incroyable. En off, ce matin, tu m'as parlé aussi, j'en ai eu des frissons.
d'un super projet, une expérience qui t'a amené à aller à Madagascar. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu la genèse de ce projet? Et puis on va finir en apothéose, je crois, à Madagascar. Donc, quel a été le projet? Il y avait un petit peu la même recherche d'émotion, de sens, d'embarquer et de vivre une aventure pour une association. Comment ça s'est passé? Bah, écoute, depuis que je fais du sport, j'ai toujours eu cette envie d'embarquer du monde avec moi. Ça, c'est voilà. J'aurais dû être chauffeur de bus en fait. Je pense que un petit peu comme Un double étage alors, hein. un double étage. Ouais, mais je pense que tu sais le train de la vie où tu montes dans le train et t'accompagnes les gens, je trouve ça fantastique. Et donc du coup, à l'époque, j'habitais à Cornu et à l'époque j'étais aussi là marcheur de grand fond, marche athlétique. Et à Cornu, il y avait une association qui s'appelait Malagasy 35. Donc j'avais bien compris connotation Madagascar. Et je suis allé les rencontrer et pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils faisaient d'abord. Parce que d'aller voir une association, c'est bien, mais savoir ce qu'ils font, c'est mieux. Dans quel but, dans quelle recherche, quel sens. Et donc, ils m'ont expliqué qu'en fait, qu'ils aidaient des enfants dans la précarité. Et c'est vrai que quand on regarde Madagascar, ils sont vraiment dans la précarité. Et je voulais donner du sens aussi à l'époque à ce que je faisais. Et je me disais, waouh, ça serait quand même bien... je voyais bien la marche, l'effort pour une cause solidaire, ça me plaisait bien. Et après explication, je suis allé les voir et je leur ai dit, ah, mais j'ai envie de faire un projet avec vous, j'ai envie de faire le tour de Bretagne, récolter de l'argent pour Madagascar. Est-ce que vous me suivez? Et là, ben ils m'ont dit, waouh, clairement, on y va, quoi, on fonce. Alors c'est vrai qu'il y avait déjà quelques coupures de journaux sur ce que je faisais avant qui passaient sur Cornu. Et donc du coup est né le projet Tour de Bretagne, Brest-Mada à la marche pour Malagasy 35 pour les enfants en précarité à Madagascar. Et j'ai demandé à Madagascar donc à me fournir un projet. Qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils attendaient, qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Et au bout de 6 mois qu'ils avaient bien travaillé, est ressorti ce fameux camion tout usage où ils avaient besoin d'un camion benne pour aller chercher les litchis, ramasser les ordures, enfin bref, avoir quelque chose qui leur permette de collecter et puis surtout de gagner des fonds, quoi. Je leur dis OK, et tout ça, le camion, ils avaient une idée, le budget et tout, et puis il en est ressorti, donc on a fait des recherches avec eux, puis il en est ressorti que le camion coûtait 28 000 €, quoi. J'ai dit OK, pas de problème, donc on a organisé le Tour de Bretagne. On a récolté les 28 000 €. Une fois qu'on a récolté tout ça, on est allé à Madagascar, amener le camion. Voilà. Ouais. C'était juste incroyable puisque quand on a amené le camion, on était au départ de la route. Donc moi, j'ai marché sur 100 km. Et quand on a commencé notre marche de 100 km, nous étions allés avec l'association, plus quelques masgages, plus le sénateur qui était avec nous, Jean Delacroix, qui s'appelait à l'époque. Nous étions une trentaine, à peu près. Et de village en village, et jusqu'à l'arrivée où ils nous attendaient, mais ça, je n'étais absolument pas au courant. Nous sommes partis à 30, nous sommes arrivés au stade, nous étions plus de 20 000. Et nous étions portés sur la route. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais demandé à mon camion de ravitaillement qui était de pas me quitter, de rester derrière, parce que c'était un micro-climat très, très chaud, très humide. Donc j'avais besoin de m'alimenter et de boire beaucoup. Et au fil du temps, je me suis aperçu que je ne voyais plus le camion, que je ne voyais qu'une marée humaine derrière moi. Mais qu'il te portait. Mais qui me portait, et je n'avais même plus soif. Et on est arrivé au stade, il y avait, oui, 20 000 personnes, avec une statue géante au nom de Malagasy 35, à ce qu'on avait réalisé. Et là, ouais, vous pleurez, forcément, vous pleurez, parce que c'est que du bonheur que vous apportez aux gens. En fait, c'est un projet qui s'est concrétisé, non sans mal, mais qu'avec du plaisir. Vous avez emmené toute une équipe, des gens qui vous disaient non, je t'accompagne, mais c'est juste pas possible, on va pas y arriver. Et au bout du compte, au bout d'un an, on livre le camion, 20 000 personnes, une statue, des gens heureux, des gens dans la précarité heureux. Vous imaginez ce que ça peut faire. Vous, il vous manque rien. C'est juste incroyable. Et vous vous dites, waouh, c'est magique, c'est génial, c'est ça la vie, c'est ça le bonheur, c'est ça le sport.
C'est ça l'effort. Ça doit servir à ça, à aider les autres à rentrer en communication. Ça a du sens. Ce sens-là, je l'avais plus quand j'avais 25 ans, quand je faisais les marathons, les 100 km, j'avais plus de sens, j'avais plus ce lien. Et aujourd'hui, ce lien-là, il me porte et j'ai bien envie de durer comme ça jusqu'à mes 99 ans. Voilà. Parce que c'est pas du bonheur que vous donnez, c'est du bonheur que vous prenez. Égoïstement. Ah oui, oui. Et c'est eux qui vous remettent à votre place et qui vous disent, ouais, c'est juste génial le sport. Voilà. Donc l'aventure n'est pas prête de s'arrêter. Mais parce que tu as pris ton dossard pour le marathon de New York. Ouais, je suis un peu farfelu, hein. Pour l'année de tes 99 ans. Voilà, je me dis que il y a pas de raison à mes 99 ans, on pourra faire le marathon de New York en combien de temps, je sais pas, mais je pense que c'est toujours possible. Voilà. Tant qu'on reste jeune, tant qu'on reste en bonne santé, tant qu'on a des envies, il faut le faire, faut y croire, rien n'est impossible. Et puis comme je disais, défions nos limites. Allons-y. Que du positif, vraiment beaucoup d'inspiration et avec la banane, nous on sera à tes côtés jusqu'au bout, jusqu'à Perth, et on avait vraiment hâte de faire ce premier épisode. On en fera déjà, c'est certain, un deuxième une fois que cette expérience a été vécue. On reviendra dessus, un petit peu comme on avait fait avec Laura avant et après son voyage autour du monde. Je pense que ça a beaucoup de valeur. Aujourd'hui, de quoi as-tu besoin pour le projet? Est-ce que ce n'est, on va dire, une partie budget, une partie financière, la priorité, ou des moyens humains, des moyens de communication, des moyens... De quoi as-tu besoin? Aujourd'hui, on a besoin de tout. Des moyens humains, ça y est, l'équipe est constituée. On a besoin des moyens de communication. Comme je le disais, moi, au préalable, ce qui m'intéresse, c'est le partage. Donc, il faut vraiment qu'on communique plus. Moi, je suis ravi, Gaël, que tu m'as invité. Je suis super heureux. Je te remercie beaucoup. Et comme je te disais tout à l'heure, mais toi aussi, tu vas vivre l'aventure avec nous. Toi aussi, tu vas venir avec nous en Australie. C'est certain, tu vas le vivre. Donc aujourd'hui, on a besoin de moyens de communication. On a surtout besoin de moyens financiers. Donc moi, je fais un appel aujourd'hui clairement aux entreprises privées. On a cette chance-là, ce bonheur-là, ce grand défi, et puis d'être accompagné, et puis de le faire par une association Les Parents d'Hugo. Donc ouais, faites-nous confiance, accompagnez-nous. Aujourd'hui, on a besoin de 57 000 euros. Je sais que la conjoncture est compliquée, tout est compliqué aujourd'hui, mais en même temps, j'ai confiance à la solidarité, j'ai confiance aux entrepreneurs, j'ai confiance aux dons privés. Donc on a besoin de vous, ouais, clairement. Aidez-nous, 57 000 euros, s'il vous plaît, faut nous les donner. Vous allez vivre une aventure incroyable. Les parents d'Hugo seront contents parce que chaque don qui sera reversé sur le compte de l'association Parents d'Hugo. Parce qu'aujourd'hui, il y a un compte qui s'appelle la Trans-Australien, mais qui appartient aux Parents d'Hugo et qui permettra d'avoir ces CERFA, puisque c'est aussi des crédits d'impôt et c'est pas non plus négligeable non plus. Mais je sais que les entreprises qui vont donner, c'est pas en pensant à ça, c'est surtout un problème de cœur qu'ils auront, et je sais qu'ils vont nous aider. Mais voilà, ouais, faites venir les Parents d'Hugo à Perth une semaine pour aller les chercher. Pensez à ça, cancer pédiatrique. Alors moi j'en fais pas une obsession, mais je me dis que demain n'importe qui peut être touché. Après-demain j'aurai peut-être des petits enfants. Voilà, donc on a besoin de communication, on a besoin de 57 000 euros et de confiance. Voilà. Donc rejoignez-nous, l'aventure va être juste incroyable. Merci beaucoup, Serge. Merci Gaël de ton invitation, de ton aide précieuse, parce que sans vous on n'y arrivera pas. Donc encore un grand merci. J'ai adoré. C'est juste génial. J'en ai la chair de poule. Voilà, c'est ce que j'attendais, de pouvoir communiquer, d'avoir des gens de cœur en face de moi qui m'invitent, qui m'appellent, qui me tendent leurs mains. Le signe de l'association des Parents d'Hugo, c'est une main tendue. Donc aidez-nous. Voilà. Merci. Tout est indiqué dans les notes de l'épisode, donc cliquez, allez voir, il y a des vidéos, il y a des cagnottes, il y a des manifestes, il y a de l'engagement, beaucoup de sens et l'aventure au rendez-vous dans tous les cas. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup.
à tous ceux qui cliqueront, qui iront un petit peu plus loin, qui se dépasseront comme toi tu nous invites à le faire. Merci beaucoup Serge. Merci Gaël.